Je m'appelle Asita Sidibé. Je suis directrice technique dans le TP. Dans les TP, travaux publics. dans les travaux publics. Oui. C'est ça votre travail en fait. Oui. Okay. Et en dehors de cela, je fais beaucoup d'autres choses, mais je me consacre un peu quand même à ma passion qui est l'écriture. Okay. Je suis venue avec 4 de mes parturitions. Mon premier ouvrage est celui-là. Il s'intitule 3 mensonges de la nuit. C'est un recueil de Noël. Après celui-là, j'ai écrit pour les enfants. C'est La Belle Colonie Faunesque. C'est un livre pour enfants, jeunesse donc. Après, j'ai écrit un récit qui s'intitule Épopée d'une haute lignée. Okay. Et ma toute dernière parution vient de sortir la semaine dernière à Abidjan. Ça s'intitule Cache-cache avec la vie. Là encore, c'est un recueil de nouvelles. Ok, maintenant, vous pouvez nous présenter un peu cette œuvre-là. Qu'est-ce que vous développez en fait. Oui. 4-4, Cache-cache avec la vie, ce sont des vilainies que les gens se font entre eux. Par exemple, je raconte un peu une histoire qui se déroule au Gabon, où deux frères, l'un est vraiment gentil et puis fait du mal à l'autre, chose pas bien. Ça c'est l'une des nouvelles, je ne vais pas tout vous raconter. Voilà. Mes livres en général se lisent très vite. Voilà. Je le fais de tout petits ouvrages parce que je me rends compte que de plus en plus les gens n'aiment pas trop lire, ou n'ont pas l'accès aux livres, ou n'ont pas la possibilité d'acheter le livre. Donc moi je fais des tout petits livres comme ça. Dans celui-ci qui s'intitule Épopée d'une haute lignée, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage-là. Par exemple, lorsque un homme est dans l'incapacité de procréer, très souvent la faute est mise sur la femme, alors qu'en réalité ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Vous savez, se présenter c'est toujours difficile, hein, parce que je le dis souvent, quand on se présente comme on aimerait être, ou bien comme on aimerait que les autres vous voient. Ce qui fait que c'est un peu difficile. Mais pour me résumer, j'ai été fonctionnaire pendant longtemps au niveau de l'État et j'ai occupé plusieurs postes dans plusieurs ministères, mais particulièrement au ministère de la Famille. J'ai occupé presque tous les postes de conseil technique au niveau de ce ministère-là. Et j'ai été aussi expert en femmes et développement au niveau de l'UA, l'Union africaine, au niveau d'Addis Abeba. Mais souvent, pour parler de moi, je préfère dire tout simplement que je suis un écrivain. Écrivain, pas comme les autres le pensent, parce que c'est pas mon métier du tout, c'est ma passion. Hein, écrivain en tant que passionné de l'écriture, de la lecture. Et à travers donc l'édition, je me suis rendu compte à un certain niveau qu'il fallait réagir autrement, ne pas se laisser publier seulement par d'autres maisons d'édition, comme je l'ai fait par exemple en France et dans d'autres pays. Il était temps que je prenne en main donc mon édition à moi, et c'est ainsi que j'ai créé ce qu'on appelle la maison d'édition Mintu Édition. Mintu Édition qui base tout sur l'expérience et la qualité des livres. Donc voilà en quelque sorte résumé, écrivain et éditeur. Voilà. Un fonctionnaire. Oui. Écrivain. Éditeur. Et éditeur. Voilà. Donc maintenant, vous avez publié combien d'œuvres? Combien d'œuvres? Actuellement, je suis à 16 œuvres. 16 œuvres que vous avez écrites. Que j'ai écrit, publié. Je dis bien publié à compte d'éditeur, hein, parce qu'il faut que ça soit clair. C'est pas à compte donc d'écrivain, non, mais d'éditeur. C'est-à-dire que c'est publié dans des maisons d'édition. Et je pense que j'en ai 2 qui vont sortir ce mois-ci. Hein, l'un qui va sortir au Canada et l'autre qui sera sorti au Sénégal. Donc voilà, donc je pense que je me retrouverai à peu près avec 18 œuvres éditées. Vous avez écrit des œuvres qui vous ont valu des distinctions. Oui. Et maintenant, vous pouvez présenter ces œuvres-là. Et bon, voilà, je pense que je vais commencer par celui-là, que tout le monde connaît. Hein? C'est Le regard de l'aveugle. Le regard de l'aveugle. Le regard de l'aveugle, qui a gagné le Grand Prix des lycéens du Sénégal en 2011. Hein?
En 2000? 2011. Depuis lors, il n'y a pas eu de prix de lycéen au Sénégal encore. Je pense qu'il y a des tentatives, mais jusqu'à présent, pas encore. Et ça, c'est vraiment le livre qui avait gagné le grand prix des lycéens du Sénégal, le grand prix des lycéens du Sénégal en 2011. Le regard de l'aveugle. Le regard de l'aveugle. Voilà. Et la distinction? Et non, j'ai eu plusieurs distinctions, hein, des distinctions, j'en ai eu beaucoup. Non, je veux dire, vous avez cette distinction-là, c'est là? Oui, non, c'est pas là, mais c'est dans mon salon. C'est une distinction à laquelle je tiens beaucoup. C'est dans mon salon. Mais là, je pense que là, le bandeau rouge montre déjà l'importance donc de ce livre-là, hein, qui est très connu, hein, qui est très connu. J'ai aussi gagné, j'ai été donc nominé au Grand Prix du Président de la République, nominé, hein, avec mon livre L'échappe des jumelles. Et ce livre-là, qui parle du bateau Le Joola, qui parle donc de l'histoire de deux jumelles, mais qui parle du bateau Le Joola essentiellement, m'a valu une distinction, un certificat de reconnaissance au niveau de l'association des victimes et pupilles du naufrage le bateau Le Joola. Donc je pense que ça aussi c'est important. Et cette année, j'ai gagné le prix Abdoulaye Racine Senghor du roman. Du roman. Du roman, du FILID, hein, c'est le Festival international du livre et de la lecture. Hein. Donc ça, je l'ai gagné pour cette année. J'ai gagné un prix qui est assez important aussi, que vous voyez ici. C'est le prix Sembène Ousmane du roman. Donc, et ça aussi, c'est de l'AS, hein, des écrivains du Sénégal. Ça aussi, c'est vraiment une distinction à laquelle je tiens beaucoup, hein, qui m'a donné beaucoup de satisfaction. Cette année, en 2024, j'ai reçu donc ce qu'on appelle le trophée des plumes 2024. Hein, cette année, je l'ai reçu. C'est cette année que j'ai reçu ça. Et j'ai eu aussi comme trophée, c'est important aussi, hein, du Sénégal national, le prix du Sénégal national, hein, du livre. Le prix Sénégal national du livre. Voilà. Des écrivains. Voilà, des jeunes écrivains. Des jeunes écrivains. Voilà, donc là aussi je l'ai gagné, hein, c'est ces grandes nuits donc, de la littérature sénégalaise. C'est cette année. Cette année encore, oui. Vous avez gagné en tant qu'éditeur ou bien en tant qu'écrivain? En tant qu'écrivain. Cette année-ci, voilà. Mais ça fait pas longtemps, ça? Ça fait pas longtemps. Ça fait longtemps, juste quelques bon, disons, quelques semaines. Voilà, quelques semaines. Voilà, donc c'est cette année, j'ai eu donc 2 distinctions cette année. Et ça me donne beaucoup de... En plus, bon, j'ai gagné aussi d'autres prix, hein. Comme par exemple là-bas, vous direz que par exemple, j'ai gagné le prix Léopold Sédar Senghor de la poésie, donc du Festival international de poésie de Ndayane. Et j'en ai d'autres, voilà, j'en ai d'autres. J'en ai gagné en Guinée. En Guinée, j'ai gagné des prix en Guinée par rapport au SALEC. Donc voilà, j'ai quand même... Donc vous en avez gagné une tonne, en fait. Ah non, une tonne, c'est trop dire, mais quand même... Mais Dieu merci, j'en ai gagné quand même quelques-uns. Hein. Et ça, vraiment, c'est une satisfaction qu'on a par rapport à ce qu'on a entendu, parce que l'effort d'écriture est extrêmement complexe et à la fois, je dis complexe, solitaire et... cet effort est ici aussi. Donc, si vraiment à la fin, il y a une reconnaissance, c'est toujours une bonne chose. Mais ce qui est important pour moi, ce n'est pas les prix. C'est les rapports que j'ai avec mes lecteurs. Parce que lire et ne pas être lu ne sert à rien du tout. Ce qui fait que, par exemple, quand je sens que je suis lu et qu'il y a des retours tout le temps par rapport à ce que j'écris, mais c'est la plus grande satisfaction que j'ai. Emmanuel Djelou. Oui. Écrivaine ivoirienne, auteur du roman Merveille la Vertueuse, au programme en classe de 4e. En Côte d'Ivoire? Oui. C'est au programme? Oui. On lui parle de 2 jeunes filles qui ont 2 comportements opposés. La Merveille qui a reçu une éducation assez stricte, qui est studieuse, et son amie Charnel qui est habituée à la facilité, à tout ce qui est mondain. Et il y aura un choc de valeurs entre ces 2 jeunes filles-là. Chacune va vouloir attirer l'autre dans son univers. Donc, pour savoir qui va finir par influencer l'autre, j'invite le public à se le procurer. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va t'inspirer à écrire? Ce qui m'a inspiré, c'est de voir autour de moi des jeunes qui sont un peu perdus dans tout ce qui est dépravation de mœurs. Voilà aussi les mauvaises compagnies, les grossesses en milieu scolaire.
Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ma plume voilà, à participation. Je m'appelle Martha Fall et mon nom d'artiste plus connu sur le nom de Human. Qu'est-ce qui a fait le pont entre le rap et l'écriture? Si on sait que écrire, c'est écrire, mais le rap, c'est de la poésie urbaine. Et que l'écriture de livre, c'est plus des proses. Donc, plus complexe en fait. Yep. Plus complexe à écrire et plus complexe aussi à vulgariser. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le pont entre les deux genres? C'est vrai que ce n'était pas du tout évident parce qu'il y a une écriture, on va dire, il y a l'écriture journalistique. J'ai écrit pour un magazine il y a quelques années, ça qui s'appelait mon billet s'appelait Point Final, c'était pour le magazine Weekend. Mais c'était une écriture un peu plus des chroniques que je faisais. Et pour l'écriture de ce livre, Parle-nous de ces femmes, Worknuti Digeni, j'ai été contacté par la maison d'édition qui s'appelle Vivois. Et donc, justement, ce qui les intéressait, c'était de sortir des sentiers battus et de discuter avec des artistes qui ont l'habitude d'écrire, mais qui écrivent différemment, comme tu viens de dire. Et donc, c'est ce qui les intéressait, c'était un échange de points de vue. Parce que quand vous écrivez, quand vous êtes un écrivain, vous avez une manière d'écrire. On va dire que c'est un peu trop conventionnel. Le fait de faire appel à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire des livres, c'est justement pour avoir cette approche un peu différente. Et voilà, pour moi, c'était un nouvel apprentissage, parce que je lis beaucoup, enfin, même si j'en lis moins, c'est vrai, mais par le passé, il m'est arrivé de passer beaucoup de temps à lire des livres, des romans, des essais, etc. Et pour moi, c'était un défi. Comment traduire, comment condenser l'histoire de ces femmes merveilleuses et magnifiques dont on parle dans le livre, comment condenser leur histoire de manière à ce que ça soit attrayant et de manière aussi à ce que ça soit facile et que même les enfants, surtout les jeunes filles, parce qu'à la base, c'est dédié aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui ont besoin de modèles et d'idoles. Et voilà, c'était un exercice assez compliqué au début, mais avec le temps, je me suis rendu compte en fait qu'il fallait juste être le plus naturel possible. Et donc, je pense que l'écriture, elle est assez naturelle et assez simple, elle est assez accessible à tout le monde. Voilà. J'ai commencé à la lecture, je lisais beaucoup. J'étais très proche de mon père, mais à son âge, j'étais très proche de mon père. Mon père était journaliste radio, il lisait énormément. Et comme j'étais tout le temps avec lui, je lisais tout ce qu'il lisait. Je prêtais plaisir parce que je voulais être comme lui, je voulais être journaliste. Donc je lisais, en place de lire, j'ai commencé à écrire des petits textes ça et là, mais je n'ai jamais pensé que je serais écrivaine. Je n'ai jamais pensé. Douleur et Dîme, c'est ma toute première œuvre. J'ai beaucoup apprécié. Je l'ai publié en 2017. En 2017. Et la même année, j'ai été contactée par mon éditeur parce que le ministère de l'Éducation nationale veillait de choisir quelqu'un pour être au programme scolaire national de toute la Côte d'Ivoire. Donc, ça a été vraiment la première œuvre et directement au programme. Alhamdoulilah, j'étais vraiment contente. Et c'est une œuvre qui parle du VIH-Sida, des grossesses en milieu scolaire. Donc, on vit vraiment contre les grossesses en milieu scolaire, contre le VIH, et on parle aussi du viol et des relations parents. Il y a plusieurs thèmes dans cette œuvre. Donc, c'est une œuvre qui est beaucoup demandée. Même ici au Sénégal, je reçois beaucoup de messages via Facebook à l'auteur pour me demander est-ce qu'on peut avoir le œuvre. Donc, j'ai rencontré quelques lecteurs. Moi, j'ai des lecteurs qui étaient très contents de savoir que je suis à Dakar et voilà, qui ont racheté. Alors, l'autre coulée, la petite albinos, c'est la petite coulée qui naît et dans le village, on voit que sa peau est différente des autres personnes du village. Et là, ils disent que c'est un malheur parce que ce n'est jamais arrivé et on décide de la chasser avec sa mère du village et elles vont aller s'installer ailleurs. Ce sera fait bientôt. Bientôt. Maintenant, comment vous trouvez la lecture, le monde du livre en général en Afrique, les éditions, l'écriture, la vente? Comment vous trouvez ça? Je trouve que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge dans la mesure où beaucoup d'éditeurs sont en même temps des écrivains. Et quand c'est comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudra que chacun porte sa casquette, chacun fasse son travail. Les écrivains, ils ont leur boulot d'écrivain. Il doit y avoir des comités de correction. Le livre ne doit plus retourner au
à l'écrivain pour qu'il revoie si éventuellement les correcteurs n'ont pas laissé des fautes. Ça, c'est d'un. De deux, il faudra que les éditeurs payent les auteurs. Les droits d'auteur doivent être payés. Le travail d'écriture est un travail noble. Nous passons des nuits à ne pas dormir. Parfois, vous pouvez avoir une inspiration à 2 h du matin, vous allez vous lever. Et surtout pour nous les femmes, on a un bébé qui est en train de pleurer, il faut le tranquilliser, il faut lui donner à manger, il faut le faire, lui permettre de se rendormir. Le lendemain, il faut préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Il faut encore aller au travail, il faut trouver encore le moment d'écrire. Il faut participer au panel, il faut participer au salon, aux différents festivals. Voyez-vous. Donc les femmes écrivaines sont à saluer. Maintenant, vous pouvez nous parler, vous pouvez nous présenter un peu l'œuvre. En fait, ce livre, c'est une collaboration entre la maison d'édition qui s'appelle Vive Voix et les illustratrices. Parce que toutes ces illustrations ont été réalisées par des femmes. Et donc moi, je suis un peu on m'a confié la lourde tâche d'écrire ce livre. Je pense que c'était effectivement un échange d'expérience, mais aussi, pour moi, c'était important en tant qu'homme de parler de ces femmes-là et de donner mon point de vue et en tout cas de partager comment est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on aimerait justement parler de nos histoires. Et le fait de parler de ces femmes-là, qui sont principalement des femmes sénégalaises, c'est de parler de leur histoire, c'est de parler de leur combat, c'est de parler de leur parcours. Et c'est surtout pour que les enfants, pour que les parents puissent l'acheter pour leurs enfants, pour que ces enfants, ces jeunes filles-là, puissent voir des modèles. Parce qu'il y a, dans ce livre, il y a des cinéastes, il y a des écrivaines, il y a des féministes, il y a c'est des portraits en tout cas assez variés. Il y a même l'histoire de Nateyal qu'on célèbre le 7 mars, mais en général au Sénégal, on célèbre la journée de la femme, les droits de la femme le 8. Donc c'est une manière aussi de dire que nous avons aussi des héroïnes et qui sont des femmes qui ont énormément impacté dans leur domaine l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Donc c'est un peu voilà, un hommage aussi à toutes ces femmes-là. Et vous pouvez nous citer quelle femme que vous avez présentée dans le livre? On a Nateyal, comme je viens de dire à l'instant. On a Annette Mbaye d'Erneville, qui était l'une des premières femmes journalistes au Sénégal et en Afrique noire. On a Katoucha Niane, qui était aussi une mannequin et qui s'est beaucoup battue pour les causes de l'excision, contre l'excision des femmes. On a Yann de Cordoucel, qui était une cantatrice, une chanteuse, qui a été aussi la griotte officielle de Paul Sédar Senghor. Et on a aussi des femmes qui sont, par exemple, Angèle Diabang, qui est une cinéaste, qui a remporté énormément de prix ici au Sénégal et un peu partout dans le monde. On a Eva Marie Colsec, qui était ministre et qui a aussi beaucoup fait pour ministre de la Santé. On a une dame qui s'appelle Madame Koyo Koro, qui est une curatrice et qui est une femme qui a aussi un grand impact dans le milieu de l'art et de la culture en Afrique en général. Bon, on a Zénix, qui est une jeune graffeuse aussi, donc c'était pour essayer d'équilibrer un peu, voilà, grosso modo. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui écrivent. Oui. Mais les beaux jours de la littérature africaine ont été essentiellement faits par des femmes. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de la position des femmes actuelles au niveau de la littérature? Elles sont les meilleures, moyennes ou elles ne suivent pas? Non, bien sûr qu'elles suivent. La preuve, nous sommes ici. Et il y a tellement d'écrivaines, donc on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas présentes. Les femmes sont présentes, les femmes écrivent comme nos dévancières. Nous parlons des sujets qui touchent essentiellement les femmes. Qui mieux qu'une femme pour parler des sujets qui touchent les femmes? Mais aussi d'autres sujets comme la politique, les courants féministes. Il y a des femmes aujourd'hui dans presque tout, même les livres économiques, juristes et autres. Donc ça serait vraiment de la mauvaise foi de dire qu'on ne voit pas les femmes écrire, parce que nous sommes partout. Moi, j'ai jamais vu des salons de livres où il n'y a pas de femmes. Donc ceux qui ne voient pas, c'est peut-être ceux qui n'ont pas envie de voir. Mais sinon, les femmes sont visibles, elles écrivent, elles osent. Voilà.
Donc, c'est palpable. L'écriture et l'édition, est-ce que ça fait son nom? Ah non, 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 il faut pas. Je pense que quand on écrit, d'ailleurs, c'est ce qui trompe beaucoup de personnes d'ailleurs. Ils entrent dans l'écriture parce qu'ils pensent que c'est un métier où on peut s'enrichir. Je pense que non, du tout. Il faut faire attention par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on a écrit un livre qu'on devient riche. Demandez aux écrivains combien ils ont par rapport à un livre qu'ils ont écrit. C'est rare que tu vois un écrivain qui a édité à compte d'éditeur et qui a plus de 10% du livre. Et quand on dit 10%, c'est après défalcation de l'ensemble des charges par rapport au livre. Et il y a même des éditeurs qui vous diront que nous ne vous donnerons vos 10% ou bien vos 6% ou bien vos 5%. Il y en a même qui donnent 2,5%. On ne vous donnera ça qu'à partir de la vente de tant de livres. Souvent, on te dit jusqu'à 500 livres. Hein? Donc, c'est pour dire que ça ne nourrit pas son homme. Je n'ai pas trop à me plaindre vu que, comme je vous l'ai dit, mon livre il est au programme. Voilà, maintenant, pour moi, c'est l'écrivain qui donne de l'importance à son livre. Voilà, il y en a qui vendent des milliers, d'autres même qui sont à des millions de ventes. Donc, je pense que c'est à l'écrivain aujourd'hui d'avoir un lectorat, de se rapprocher plus du lecteur. Et dans l'ensemble, je pense que le livre se vend plutôt bien. Voilà. Et vous avez eu à écrire combien de livres? Actuellement, je suis à au moins à plus de 25 livres d'édités. De manière générale, comment vous trouvez l'édition, l'écriture, la distribution des livres au Canada, le livre en général, la chaîne du livre? Comment vous trouvez ça au Sénégal? Très complexe. Très complexe. Parce que, vous savez, le livre, c'est d'abord l'enfermement de quelqu'un qui est là, solitaire, hein, qui est dans son coin et qui écrit. Donc, toute cette peine-là n'a pas de... On ne peut pas lui donner une valeur. C'est extraordinaire. Ensuite, le livre, il faudrait présenter ça. Il faut d'abord faire tout le travail nécessaire, le toilettage du livre, et remettre ça à un éditeur. L'éditeur, s'il est sérieux, ne va pas accepter le livre sur le champ. Même si c'est une personnalité qui lui remet le livre. Il remet ça à son comité de lecture. Le comité de lecture ne peut pas être composé d'une ou deux personnes ou trois personnes. Souvent, c'est même plus. Et chacun donne son avis et c'est l'ensemble de ces avis qui sont regroupés pour accepter le livre. Une fois que le livre est accepté, hein, il reste à faire ce qu'on appelle les contrats avec l'auteur. Et enfin, maintenant, la confection du livre. La confection du livre, c'est un processus extraordinaire. D'abord, corriger un livre n'a rien à voir avec corriger un devoir d'élève. Corriger un livre n'a rien à voir avec corriger, par exemple, une dissertation d'élève. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des normes. On ne peut pas, par exemple, dire qu'on écrit en français et écrire n'importe comment en français. Ce n'est pas possible. Si vous écrivez en Wolof, écrivez en Wolof. Si vous écrivez en français, vous écrivez en français. Et donc là, il faut que le livre réponde aux normes d'édition avant qu'il n'y ait ce qu'on appelle le façonnage du livre par d'abord les infographes, les illustrateurs, et donc vraiment c'est tout un circuit qu'il y a autour du livre, hein, comme un enfant qui vient de naître, qui doit naître. Il y a l'infirmière, il y a les vaccins, bon, donc c'est exactement la même chose, jusqu'à ce que le livre sorte. Et quand le livre sort maintenant, c'est maintenant que le grand travail va commencer. Il faut faire connaître le livre, il faut faire la publication du livre, il faut faire la promotion du livre, il faut mettre le livre dans le circuit commercial. Et souvent, ça s'accompagne avec ce qu'on appelle une commercialisation de ce qu'on appelle l'image de l'auteur. Vous voyez? Donc, c'est tout un circuit. Alors, vous n'allez pas me dire que ce circuit-là, c'est un circuit où on le fait comme ça, il n'y a pas de moyens. Ça demande beaucoup de moyens pour sortir un livre. Enfin, quand le livre est sorti, quand la promotion est faite, ben, il faut que le livre soit bien vendu. Le problème, comment faire pour que le livre soit bien vendu? C'est vrai qu'il y a tout le processus avant, mais une fois que le livre est sur le circuit, il faut que le livre soit vendu. Vous allez prendre le livre, vous allez amener ça au niveau des libraires. Les libraires, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne viennent pas acheter tes livres, non. Ils te disent,
envoie-moi tes livres en stock. Stock. La plupart du temps, c'est comme ça, stock. À moins que le livre soit vraiment très connu, très vendu, haut, là, ils peuvent faire des commandes directes et acheter. Mais la plupart du temps, tu te dis, bon, écoute, tu m'as mon stock. Et quand ils demandent des stocks, bon, heureusement, j'ai une relation magnifique avec les libraires. J'ai vraiment une très bonne relation avec les libraires. Ce qui fait que moi, je vous dis, j'ai pas de problème. Mais je connais, par exemple, des collègues qui, on leur demande des stocks de 2 livres. 2 livres. Tu envoies-moi 2 livres. Hein? Bon, tu me dis, envoie 2 livres, je ne t'envoie pas ces 2 livres. Moi, je t'envoie ça. Mais il y en a qui sont obligés d'envoyer 2 livres qu'on va exposer pour attendre que le livre soit vendu avant qu'on fasse encore 2. Vous voyez donc que c'est tout un circuit. Hein? Et non seulement, par exemple, vendre le livre dans les librairies, dans les circuits de distribution. Moi, j'ai un distributeur magnifique, en dehors du travail que je fais au niveau de multi-édition. Le livre, on va dire, se porte moyennement bien, mais plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Les jeunes lisent. Quand on dit qu'on ne lit pas, non, les jeunes lisent. Ils ont envie de lire. Il faut juste que le livre soit à leur portée. Il faut juste que les enfants, les jeunes, je parle des jeunes parce que moi, c'est vraiment ma cible. Il faut que les jeunes voient leurs parents en train de lire et leur donnent les ondes. Il faut susciter l'envie de la lecture et le goût de la lecture chez les jeunes. À travers nous-mêmes, ce qu'on diffuse, aller vers eux, les inviter à lire et commencer par ce qu'ils aiment. Parce que parfois, il y a des parents qui disent « Mon enfant n'aime pas lire, je ne sais pas quoi faire ». Je dis « Si c'est un garçon, il aime les voitures, oui, il aime le football, oui, achetez-lui des livres qui parlent de ses passions, de ce qu'il aime, et au fur et à mesure, l'envie viendra. » À vrai dire, je n'ai pas connu, parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai connu le Sénégal un peu tard et je n'ai pas vraiment connu beaucoup on va dire, de romanciers ou d'auteurs sénégalais. Mais le premier que j'ai connu, c'était Birago Diop. Donc, c'était le premier que j'ai connu et que j'ai beaucoup apprécié parce que justement, comme j'étais très curieux comme j'aimais bien tout ce qui était contes et légendes et les contes de Luc le Lièvre, d'Amadou Koumba m'ont marqué, ont bercé mon enfance. Et je pense que l'un des auteurs qui m'a marqué quand j'ai pris un peu de l'âge, quand j'ai compris, enfin, quand j'ai commencé à vivre ici au Sénégal, des années plus tard, c'était Boubacar Boris Diop. Boubacar Boris Diop, il m'a énormément marqué parce que déjà son approche et le fait d'écrire aussi en Wolof. Et justement, dans le livre, je parle d'elle, je parle de Ken Bougoul. Ken Bougoul aussi, elle m'a vraiment impressionné par la force de son écriture. Pareil pour Fatou Diom aussi, qui est aussi une dame que je respecte énormément. Mais je pense que généralement, par exemple, j'ai lu des œuvres. Par exemple, Une si longue lettre, je l'ai lu bien des années après. J'ai pas lu ça quand j'étais au lycée, mais je l'ai lu quand j'ai quitté le lycée, j'ai quitté l'école. Et ça m'a permis aussi de comprendre et de connaître un peu on va dire, de comprendre l'époque et de mieux comprendre la société sénégalaise. Parce qu'à un certain moment, comme je venais d'arriver au Sénégal, il fallait que je m'adapte. Et un autre écrivain, je ne sais pas si on peut l'appeler écrivain, parce qu'il est tellement multitâche, pour moi, c'est l'un des meilleurs, c'est Sembène Ousmane. Voilà, Sembène Ousmane aussi, il m'a vraiment énormément marqué par, j'ai peut-être connu avant de connaître ses livres, j'ai connu ses films, et c'est par la suite que j'ai vu, que j'ai lu ses écrits. Mais si c'est pour les nouveaux auteurs, à vrai dire, je suis un peu inculte. Et j'aimerais vraiment découvrir aussi de nouveaux auteurs pour ma culture personnelle et puis effectivement pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a en commun. Le livre en général en Afrique, je peux dire que ça a beaucoup évolué. Avant, au niveau des thèmes, on voyait souvent les mêmes thèmes revenir, l'indépendance. Mais aujourd'hui, je trouve des thèmes plus variés. Voilà, les nouveaux auteurs, à mon sens, ils osent plus. Et le livre est beaucoup plus vulgarisé. Voilà, il y a des salons, on va un peu plus vers le lecteur. Donc, à ce niveau-là, pour moi, il y a eu une nette évolution. Maintenant, comment vous trouvez le développement de la littérature enfantine par les Africains, pour les Africains? Je trouve que maintenant, les gens ont une nouvelle approche de la littérature infantile africaine. Par exemple, ce livre-là, il se vend très bien. Il s'est très bien vendu en Côte d'Ivoire.
sur tous les exemplaires imprimés, voici le petit lot qui nous reste. Voyez-vous, il se vend bien, les gens aiment bien, surtout que en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons des dames comme Fatou Keita, comme il y en a beaucoup d'autres qui écrivent des livres sur les enfants. Voilà. Moi, j'ai essayé de prendre donc mon habitat réel avec mes enfants et narrer une histoire avec les animaux et tout ça. Dans ce livre-là, c'est un chien qui est le narrateur. C'est le chien qui explique. Donc, un enfant qui va prendre un livre dont le narrateur est un chien, forcément, ça va l'intéresser. Il va dire, mais tiens, c'est un chien qui parle. Ah, ça m'intéresse. Voilà. Tout le monde aime les bandes dessinées, que ce soit de grandes personnes ou les enfants. C'est pas, il n'y a pas que les enfants qui aiment les bandes dessinées. Je pense que les bandes dessinées, les écrivains qui utilisent la méthode donc, de la bande dessinée devraient axer leur sujet sur une réalité africaine, comme l'a fait Oumar Ndao, qui est un écrivain ivoiro-sénégalais qui est chez nous, c'est notre confrère en Côte d'Ivoire, il est journaliste d'ailleurs. Il a fait une très belle bande dessinée que j'ai vraiment appréciée. Moi, je veux dire qu'on a toutes les armes aujourd'hui pour raconter nos propres histoires. Il faut qu'on change le paradigme. Il faut qu'on change de paradigme. Il ne faut plus qu'on accepte que nos histoires nous soient racontées. Il faut que nous-mêmes nous racontons nos histoires, que nous célébrons nos propres héros. Et pour ce faire, il va falloir que les nouveaux auteurs prennent en compte le fait que on a une jeunesse la jeunesse africaine sénégalaise et a soif de connaissances, mais si elle n'est pas guidée dans la bonne direction, elle va juste aller copier-coller. Elle va prendre les cultures des autres et les copier et les coller. Donc il est important effectivement que cette littérature, il faut qu'on redonne envie aux jeunes de se replonger dans le livre plutôt que d'être devant leur téléphone portable et d'être sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on leur redonne cette envie. Et puis surtout qu'on récompense si par exemple on a des jeunes auteurs, qu'on leur donne tellement de visibilité que ça va susciter des vocations et que ça va susciter des envies chez les autres. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que la littérature infantile, moi je donne l'exemple surtout de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je constate que en matière de production audiovisuelle pour les enfants, nous n'avons pas de proposition. En tout cas, pas de proposition impactante. La plupart de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des programmes qui sont importés. Et comme c'est des programmes qui sont importés, c'est avec leur réalité à eux. C'est leur narratif à eux qu'ils véhiculent. Mais nous, par exemple, il y a très peu de programmes qui proposent pour les enfants, pour l'enfant sénégalais, pour le bébé sénégalais, l'enfant qui apprend à parler, qu'on lui donne un choix de programme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement pas. S'il y en a, ça ne va pas au-delà de 5. Et je pense qu'il est important pour ce faire, pour changer la manière dont on éduque nos enfants, en tout cas à travers les images. Et même chose pour les livres. Même si effectivement, comme je dis tout à l'heure, j'avoue que je suis assez ignorant pour ce qui est de la littérature infantile au Sénégal. Peut-être que ça existe, mais je n'ai pas vraiment d'informations par rapport à cela. Mais j'imagine que s'il y en a, il n'y en a pas autant peut-être pour faire du bruit, pour faire parler. Et ce serait important, ce serait bien que justement on puisse avoir tellement de livres pour les enfants au Sénégal, que ce soit, qu'on fasse de la communication dessus, que ce soit sur les panneaux, que ce soit dans les émissions de télé, que tout le monde sache qu'il y a une littérature pour les enfants. Donc moi, c'est ça faut juste communiquer. Il faut beaucoup communiquer sur ça pour que tout le monde puisse avoir l'information. Mais en ce moment, malheureusement, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais la littérature infantile est en train de prendre vraiment, si je peux m'exprimer, est en train de prendre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à la recherche des livres de 0 à 3 ans, de 6 à 10 ans. Donc vraiment, en ce moment, cette littérature-là est beaucoup demandée. Donc la littérature infantile se comporte bien, se comporte très bien. Le déploiement de livres sénégalais, comme par exemple vous, de notre édition sénégalaise, le déploiement de vos livres à l'étranger, le processus, comment ça se passe? Le processus, c'est simple, c'est compliqué. Il faut d'abord avoir ce qu'on appelle un pied-à-terre dans le pays où vous voulez implanter vos livres. Il faudrait que vous ayez un correspondant attitré qui peut, par exemple, prendre un certain nombre de livres, ou bien faire une commande de livres, et puis distribuer ça dans ce pays-là. Hein?
Il y a un autre moyen aussi, c'est à partir de votre site. Parce que moi, j'ai un site, par exemple, www.mintoedition.com. Là, par exemple, vous faites la commande et puis on vous envoie les livres. N'importe où vous êtes dans le monde, on vous envoie les livres. Hein? Il y a aussi d'autres moyens, par exemple, au niveau universitaire. Par exemple, être en correspondance avec des bibliothèques universitaires, par exemple, à l'extérieur, où vos livres sont régulièrement installés là-bas et souvent, ça devient, par exemple, c'est souvent des hubs pour la distribution des livres. Il y a plusieurs procédés. Qu'est-ce que vous pensez de la numérisation? C'est-à-dire de mettre les livres en format PDF et de les vendre directement sur le net? Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut y aller avec prudence. Moi, par exemple, je vous le dis, c'est mon cas. Souvent, quelqu'un me dit, mais monsieur Sam, j'ai besoin de tel livre. Je lui dis, bon, écoutez, regardez dans mon site. Et 2 jours après, le monsieur me dit, ah, merci beaucoup, j'ai déjà acheté le livre. En PDF. Il l'achète. Comment? On ne sait pas. Parce qu'il y a un piratage extraordinaire. À travers nos livres sont piratés partout. Piratés. Je dis bien piratés. Complètement. Et ça, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle au Sénégal, ça existe dans notre pays, des distributeurs dans le net. Souvent, ils font des contrats avec vous, ils prennent votre livre et ils envoient ça et vendent, donc, et puis vous avez un pourcentage. Mais souvent, c'est très compliqué. Et j'ai vu, par exemple, particulièrement, je citerai 2 de mes livres, Depuis que d'Orange, qui est en haut, qui est vendu à plus de 14 000 exemplaires au Sénégal. Et Le Regard de l'aveugle, souvent, les gens me disent, moi, j'ai acheté. Je dis, mais comment? C'est un livre. C'est un livre. Un seul livre. C'est le livre que vous voyez ici, qui a été fait en braille. Pour les aveugles. Non, c'est parce que tout simplement, je vais vous expliquer comment ça se passe. Les 5 volumes-là, c'est un seul livre. C'est celui-là. Le Regard de l'aveugle. Et puis, ce livre-là, ce livre que vous voyez ici, c'est lu par les aveugles, les non-voyants et les malvoyants. Mais ce n'est pas seulement le fait que ça a été fait en braille, mais le livre aussi est en audio. Vous faites aussi des formats audio? Non, ce n'est pas moi. C'est plutôt un contrat que j'ai avec l'INEFJA, l'Institut national des aveugles de Thiès. Voilà, donc, parce que tout simplement, c'est parti d'un constat. Une jeune fille qui était à l'université, mais qui était non-voyante, que j'ai rencontrée dans une conférence, m'a dit tout simplement, mais monsieur, moi j'aimerais bien lire ce livre. Je dis, mais toi, tu ne peux pas lire les livres? Il me dit, si, je peux lire les livres. Il paraît que monsieur Sam, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Regard de l'aveugle. Je lui dis, oui. Il dit, mais je vais acheter ce livre. Je dis, mais attendez, si vous l'achetez, vous n'allez pas pouvoir lire. Non. Vous me demandez ça en PDF. Je lui dis, non, je ne vends pas, je te donne. Je lui ai donné le livre en PDF. Elle m'a payé. Elle m'a dit, non, moi je l'achète comme si j'avais acheté un livre, parce que je veux lire le livre comme tout le monde. Et il y a des logiciels qui permettent de lire n'importe quel livre en audio. N'importe quel livre. Et donc, ça a été comme une boule de neige. Ses amis non-voyants, leurs correspondants au Mali, en France, m'ont appelé pour m'en parler du livre, pour l'acheter. À chaque fois que je le donne, ils disaient non, nous sommes en l'achète. Donc, ils ont acheté le livre partout. Mes livres, ils ont acheté Le Regard de l'aveugle, L'échappe de Jumelles, tous les autres livres, ils ont acheté en audio. C'est ainsi que j'ai eu des contacts avec l'INEFJA. Ils m'ont dit, mais écoutez, il paraît que vos livres sont lus par beaucoup de mal et non-voyants, mais on aimerait bien que le livre soit écrit en braille pour qu'on puisse remettre ça à la disposition de nos élèves. Mais je leur ai dit, ok, pas de problème. Et j'ai cédé mes droits pour les non-voyants et les malvoyants. Vous comprenez? J'ai cédé mes droits en leur disant, prenez, mais que ça reste dans le cadre, n'est-ce pas, de l'éducation des mal et non-voyants. Donc, vous voyez, donc, pour vous dire que il faut que l'on s'accorde que le côté évolution des technologies nous oblige à nous plier ou bien à nous adapter à
à la technologie. Sinon, c'est pas possible. C'est important. Voilà, mais il faut y aller avec beaucoup de prudence parce que même ce sont nos droits qui sont en jeu. Et les faussaires en Côte d'Ivoire, comment les faussaires se comportent? Est-ce qu'ils copient le livre et le vendent au parterre à des pays? Ah, les pirates? Oui, les pirates. Oui, ça existe toujours malheureusement, mais il y a des mesures qui sont prises sur le terrain pour éviter déjà le livre stické. Voilà, donc le sticker qu'on a sur les livres, c'est pour faire la différence entre les pirates et l'original. Voilà, et aller vers le lecteur, ça aide aussi à mettre en mal les ventes des pirates, parce que si eux, ils vont vers les lecteurs et nous sommes en retrait, bien évidemment, ils vont avoir une bonne partie du gâteau. Donc, c'est à nous d'aller vers le lecteur pour que les pirates n'aient pas assez de consommateurs. La piraterie, je vous dis une chose, c'est-à-dire que la piraterie, il faut que l'on soit clair. À chacun son travail. C'est pas à l'écrivain de lutter contre la piraterie. Il y a des structures qui sont là pour ça. Hein? Il y a des structures qui sont là pour ça. Donc, il faudrait que chacun s'occupe de son travail. Il y a des structures spécialisées dans ce pays pour s'occuper de la piraterie. Pas seulement des livres, mais pour tout. Que ce soit des objets de valeur, tout ce qui est piraterie, tout ce qui est malfaçon, tout ce qui... Parce que nous, ce qui nous arrive, c'est que souvent, on va dans les parterres, on trouve nos livres qui sont là-bas. Et quand on leur dit, ils disent, ah non, non, c'est telle personne qui m'a vendu ça. Et souvent, c'est des livres qui sont pris ici. Parce qu'on a vu que ces livres qui ont du succès, qui sont envoyés en Chine, hein, ou bien en Inde, le livre qui coûte 10 000 francs, ils te vendent ça à 1000 francs. C'est difficile, c'est très très difficile. On a, voilà, l'éditrice, elle est passée par les stickers aujourd'hui, mais même malgré les stickers, aujourd'hui, le piratage, ils vont jusqu'en Chine. Ils ont des outils, ils vont fabriquer, et quand tu mets l'original près de la copie, à peine si on voit la différence. Et c'est très difficile, on ne sait pas quoi faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on va vers eux, on va vers eux pour échanger avec eux, pour voir dans quelles possibilités on peut essayer de faire quelque chose ensemble, parce qu'on n'a plus le choix, on se retrouve les mains liées, c'est très difficile. C'est dans ce cas-là, la base, c'était, j'ai fait des recherches pour tomber sur un article, un nouveau article, qui a été publié dans le Soleil en 2019. Ouais. Dans cet article-là, vous disiez qu'il était temps qu'on rénove, qu'on renouvelle les livres au programme, comme ce qui se fait dans tous les pays de la sous-région. Maintenant, vous pouvez revenir sur ce débat-là. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, j'y vais avec prudence, toujours. J'y vais toujours avec prudence parce que il y en a qui vont penser que je presse pour ma chapelle. C'est pas ça du tout. C'est parce que il faut, en écrivant, en publiant, en lisant, il faut penser à notre génération, à notre propre génération, c'est-à-dire à ces enfants qui sont là, hein, et qui doivent évoluer par rapport à leur éducation propre, par rapport à leurs coutumes, n'est-ce pas, et tout ce qui les concerne eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que c'est concevable que depuis 1960, après les indépendances, que l'on continue à lire les mêmes livres chaque année dans nos écoles? Comme si le monde s'était arrêté en 1960. Et pire encore, c'est comme si depuis 1960 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'écrivain, n'est-ce pas, qui a pu faire évoluer l'écriture. Quelqu'un même qui a écrit quelque chose qui vaut ce que les autres avaient déjà écrit. Je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment on est appelés, nous les Africains, à rester l'Africain de 1960 et de ne pas bouger? Parce que ce qui s'est passé après la colonisation, c'est que les colons ne sont pas partis. La meilleure façon d'assujettir une population, c'est de commencer par l'éducation. Ils nous ont laissé des livres. Et ce sont ces mêmes livres qui sont des livres, qu'on le dise ou non, qui sont teintés, des livres qui sont prédisposés, des livres qui sont préparés pour continuer à laisser l'Africain dans sa situation de dominer. Ce sont ces livres qui, jusqu'à présent, malheureusement, continuent à marcher. Bon, on peut même dire non, il y a eu des changements, il y a eu des réformes. Ok,
Mais regardez par exemple ce qu'on appelle réforme. Je ne sais pas si de nom, parce que si c'est de nom, on va avoir des problèmes. Mais quand je vous dis par exemple que souvent ça me fait rire, quand par exemple nos enfants continuent à apprendre Saint-Exupéry, vol de nuit. C'est ça, vol de nuit. Depuis quand on apprend vol de nuit? Il y a des jeunes, ils vont directement dans la net, ils regardent des résumés, hein, et puis à l'examen, ils sortent ça et puis ils s'en vont. Ils n'ont même pas lu le livre, parce que ça ne les intéresse pas. C'est vrai que au point de vue grammaire, au point de vue syntaxique, au point de vue... mais attendez, grammaire, syntaxique, mais on peut trouver ça autre part. Bon, il y a des professeurs, vous leur dites ça, bon, ça me fait rire souvent, je le dis souvent à ces professeurs, qui, jusqu'à présent, hein, ils viennent en classe avec leur cahier d'élèves qu'ils avaient lorsqu'ils étaient étudiants ou bien lorsqu'ils étaient lycéens, et ils viennent, ils répètent exactement ce qu'ils ont appris eux. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Ou bien ils lisent ça le soir, ou bien ils ont ça tellement en tête que quand ils viennent, hein, ils sont devant les élèves, paf, ils répètent la même chose et ça continue. Il y a des professeurs quand je les dis, non, on n'est pas obligé d'utiliser toujours ces livres programmes, c'est des classiques, parce que maintenant, je pense que les professeurs ont la possibilité de puiser dans le réservoir des écritures qui sont au Sénégal, les romans et autres, pour pouvoir en parler en classe. Je dis, ok, mais officiellement, est-ce que c'est ça qui est reconnu? Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour ce renouvellement? C'est-à-dire que sur quels critères devrait-on se baser pour mettre de nouveaux programmes? Mais je pense que je n'ai pas de solution particulièrement, hein, parce que souvent on dit, vous dites, mais qu'est-ce que vous allez proposer? Non, ce n'est pas à moi de proposer. C'est-à-dire que nous alertons en disant que ça suffit, il faut arrêter. On alerte. Mais ceux qui prendront les décisions, c'est plutôt au niveau académique, c'est-à-dire le plus haut possible. C'est comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, quand on lit la plupart de nos bouquins qui sont au programme scolaire, c'est des livres qui ont marqué leur époque, c'est des livres qui sont, à l'époque quand ils étaient sur le marché, c'est des livres qui étaient intéressants, importants, parce que ça parlait de la réalité africaine, ça parlait de la culture africaine, ça compelle le décor, on va dire, dans une certaine époque. Le style d'écriture aussi était assez facile et assez compréhensible par tous. Mais on arrive à une époque où les enfants lisent moins peut-être, mais ils ont quand même, ils vivent dans une réalité différente. Aujourd'hui, s'il y avait un livre qui campe le décor à Dakar dans les années 2020, avec, voilà, où on parle de téléphone portable, où on parle de réseaux sociaux, etc., et que ça parle d'une certaine réalité que les jeunes Sénégalais vivent, je pense que si on programme ce livre-là, si ce livre est dans le programme scolaire, je pense que ça va beaucoup plus parler aux jeunes. Parce qu'ils vont considérer que c'est des mots qu'ils connaissent, c'est des réalités qu'ils vivent tous les jours. Et pour parler avec eux, utiliser leur langage, même dans le livre, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Cela n'empêche qu'aujourd'hui, les classiques, parce qu'il y a ce qu'on appelle les classiques, même en Europe, même en France, même aux États-Unis peut-être, il y a des classiques qui sont au programme, c'est normal. Mais effectivement, il faut que même cette manière d'enseigner, on en a parlé, on en parle, et j'espère que ça va aboutir. J'ai vu que le régime en place est en train de vouloir inclure l'éducation, les langues nationales dans l'éducation nationale. Et je pense que dans ce cas-là, il y a des opportunités pour vraiment faire des choses intéressantes, parce que Boubacar Boris Diop, qui a écrit des livres en Wolof, par exemple, pourrait être inscrit au programme. Je pense que tout ça, ce sont des choses qui peuvent, ça peut faire changer, bouger les lignes, à mon avis. Ouais. Parce que c'est pas un M. Sam qui va choisir des livres pour le programme. Ça, c'est pas moi. Il y a des structures, hein, fêtières qui doivent s'occuper de ça. Mais ce qui doivent intervenir, c'est les autorités de ce pays. Qui doivent dire, basta, ça suffit. Hein? Changez-moi ces programmes-là. Prenez les livres qui sont des livres qui sont des livres sénégalais et mettez-les au programme.
Imaginez, moi je peux apprendre Kant, je peux apprendre par exemple Nietzsche, je peux apprendre par exemple Leipzig, mais le problème qui se pose, c'est pas ça. On n'a pas un Cheikh Ahmadou Bamba ici, et le Malick n'est pas là ici. On n'a pas de grands philosophes et poètes comme par exemple il y en a pas, il y en a plein qui sont là. Hein? Mais pourquoi on a honte d'apprendre ce que ces gens-là nous ont laissé? En ce qui concerne les livres. Mais pourquoi chaque fois, par exemple, il y a un grand prix du président de la République, il y a un grand prix des lycéens, il y a un grand prix de ceci, de cela, mais ces prix-là et ces livres-là, c'est pour un moment bien déterminé, c'est-à-dire au moment du prix, et puis c'est fini. Pourquoi, quand on dit que c'est un prix, c'est un grand prix, c'est-à-dire qu'il est possible de prendre ça et de mettre ça à la disposition des élèves. En fait, ça doit être le baromètre. En fait. Ah oui. C'est-à-dire que si on met en compétition des œuvres, oui. Il y a qui se détache. Mais il faut envoyer ça au niveau des élèves. Et puis leur dire, voilà le livre. Mais allez dans les écoles, dites-leur quel est le prix de ceci ou le prix de cela. Ils ne savent pas. Quel est le livre qui a gagné le prix de... Ils ne savent pas. Ou bien même s'ils le savent, ils ne l'ont jamais lu. Mais attendez, je ne parle même pas de prix. Mais dans certains pays, je vous dis, quand un écrivain sort un livre, l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture, se charge d'acheter au moins 1000 exemplaires. Mais distribués dans les bibliothèques et les librairies. Oui. Que devait-il faire pour aider le monde du livre, les autorités en général? Les autorités, à mon sens, ont beaucoup à faire pour aider le monde du livre. Pour commencer, moi je pense que le livre devait être accessible à tous. Quand je dis à tous, c'est-à-dire même quelqu'un qui est dans un recoin d'un village, une campagne, il devrait quand même y avoir une toute petite bibliothèque au sein même d'une école, comme ça inciter les enfants à la lecture. Mais il y a des villages, par exemple chez nous, il suffit de parcourir 100 km, il n'y a plus de bibliothèque. Mais le parent qui est par exemple un agriculteur, mais il peine même à donner à manger à son enfant. Donc il peine à l'inscrire dans une bonne école, entre guillemets, on va dire ça. Mais vous pensez que cette personne-là a l'argent pour aller acheter un livre parce que son enfant veut? Non. Moi, mes parents, par exemple, ma mère, elle m'achetait un très bon livre en début d'année scolaire, très neuf. Elle me le donnait dès que je finissais de lire. Elle le donnait au libraire par terre, elle reprenait 4 et ainsi de suite. Chaque fois, elle mettait un peu d'argent. C'était une astuce. Donc, on devrait donner la possibilité à tous les coins et recoins de différentes parties de l'Afrique, leur donner la possibilité d'avoir des bibliothèques. C'est d'un. Il faudrait aussi aider, il devrait y avoir un fonds pour les écrivains que nous sommes, pour nous permettre de voyager, par exemple. Vous vous rendez compte que nous, lorsque nous nous déplaçons de notre pays, que ce soit pour aller en France, au Sénégal, au Tchad, partout, nous devons prendre sur nous nos billets d'avion. Oui. Si ce n'est la passion du livre, qu'est-ce qui nous amène à faire ça? Parce qu'un billet d'avion, là moi je suis là actuellement, au mois d'avril, je dois aller au Tchad. Le billet du Tchad, ça fait 1 million. C'est moi qui vais payer si je n'ai pas d'aide de l'État. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de créer un groupe qui va s'appeler les Festivaliers Ivoire, qui est censé faire une collecte de données de tous les écrivains désireux de se rendre à un festival ou à un autre. Et on va approcher donc notre ministère de tutelle, pour voir dans quelle mesure notre ministère de tutelle pourrait éventuellement nous donner une subvention. Voilà, c'est ce qui est normal. Et même peut-être nous donner des perdièmes, parce que quand on va, on ne peut pas non plus demander à notre hôte de nous prendre entièrement en charge. C'est pas. Amina, elle nous loge, elle nous donne à manger, elle nous amène au salon, elle nous ramène une seule épaule. Il faudrait qu'on aide des personnes comme Amina Seck, toutes ces passionnés du livre qui sont là, qui se battent jour et nuit pour leur donner des espaces culturels gratuitement pour les événements sérieux, bien sûr. Les autorités devraient être présentes à ces événements-là pour encourager les promoteurs de la culture.
Si nous voulons vendre notre culture à l'extérieur, il faut qu'on la vende très bien chez nous d'abord. Il faut qu'on la vende pour que tout le monde... Moi, j'aurais aimé voir, par exemple, monsieur le directeur du livre du Sénégal. J'aurais aimé voir l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à ce salon, pour ne citer que cela. Même la ministre. Mais bien sûr, même, oui, chez nous, vous savez, c'est ce que je dis dans mon discours hier, nous, notre ministre de tutelle est une femme. Notre directrice du livre, docteur Châtelain, c'est une dame. Notre présidente de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, c'est une dame. Nous sommes le seul pays en Afrique noire, francophone, où les dames sont vraiment à la tête du livre. Et même avec ça, on a encore des problèmes. Pour avoir de l'argent, je comprends que ce n'est pas facile pour l'État. Mais quand on veut, on peut. On peut toujours trouver des subventions, on peut toujours trouver de l'argent pour promouvoir. Parce que si on veut une jeunesse de qualité, il faut qu'on promeuve la littérature, la culture, tous les gens de culture, tous les arts. Mais vous avez eu à bénéficier des différents fonds qu'on avait mis au niveau du Sénégal pour le livre? Pour le livre, bien sûr. J'en ai bénéficié, j'en ai bénéficié. Et la preuve, les livres sont là. Et à chaque fois, vous verrez par exemple que le livre, on a bien précisé que ce livre a bénéficié de fonds. Oui, bien sûr. Donc ben, ça aussi, bon, beaucoup d'éditeurs que j'ai vus, ils m'ont dit qu'ils ont eu à bénéficier en fait. Ça aussi, il faut reconnaître ça. Ouais. Maintenant, quelle amélioration les nouvelles autorités qui viennent de s'installer. Maintenant, qu'est-ce que vous leur suggérez? Comment devait-il prendre le monde pour soutenir ça? D'abord, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire ce qu'on appelle les états généraux, n'est-ce pas, du livre, de l'écriture et de la lecture, d'une façon beaucoup plus sérieuse, où on implique l'ensemble des composantes qui tournent autour du livre. Et ne pas continuer à écouter les conseils de personnes qui sont très connues et qui sont toujours autour de la sphère des ministères et qui donnent tous les conseils et qui bénéficient de tous les avantages. Ça, c'est clair. Donc, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle les états généraux, donc du livre de la lecture et donc de l'écriture en général, et surtout accompagner. Que tout ça, finisse par ce qu'on appelle un accompagnement de l'édition. Et je dis bien édition, et non de ce qu'on appelle tout simplement les hommes d'affaires du livre. Que l'on accompagne l'édition en tant que telle. Que les maisons d'édition qui sortent des livres, n'est-ce pas, qui voyagent pour le livre, qui font par exemple des activités pour le livre, qui font la diffusion du livre et de la lecture, que ces maisons d'édition soient accompagnées. Que les auteurs qui ont fait leurs preuves, comme par exemple les auteurs qui ont gagné des prix, je ne dis pas pour ma chapelle, qui ont gagné des prix, que ces livres soient disponibles dans l'ensemble des structures de distribution des livres. Et je pense que ça, c'est important. Donc, il faudrait que c'est-à-dire que nos nouveaux dirigeants se rapprochent de ceux qui sont vraiment ce qu'on appelle les vrais acteurs du livre et ne pas se cantonner à écouter les conseils de ce qu'on appelle les spécialistes du livre qui, ça je le dis souvent, qui vivent du livre, mais qui ne font pas vivre le livre. Ça, je le dis souvent, ceux qui vivent de la culture et qui ne font pas vivre la culture. Donc il faut faire attention. La plupart du temps, les vrais éditeurs, les vrais écrivains ne font pas beaucoup de bruit, ils sont dans leur coin, ils travaillent. Mais il y en a qui, tout autour, n'est-ce pas, tous les jours s'activent. Parce que pour eux, c'est un commerce. Malheureusement, c'est un commerce pour eux. Et ça, il faut vraiment faire attention à cela. Voilà. Merci pour la question. On a vraiment besoin du soutien des politiques, des élus,
parce que le livre, ça demande des moyens. Et quand on n'a pas ces subventions, c'est difficile. Voilà, donc on voudrait déjà une politique de promotion du livre, faire du livre un produit vraiment qui peut se consommer un peu partout, des fonds pour aider les promoteurs, les promotrices littéraires, voilà, et puis les médias également, comme vous, pour pouvoir vraiment véhiculer les messages à des personnes un peu partout dans le monde. Okay. Maintenant, comment vous trouvez le salon? Oui, je trouve que c'est un salon qui fait honneur aux écrits féminins. C'est déjà une très belle initiative. Il y a eu vraiment de l'affluence et on a eu le temps d'échanger avec des écrivaines du Sénégal et d'autres pays. Et donc, c'est une expérience humaine très riche et aussi intellectuellement très riche. Okay. Mon mot de fin, c'est de dire merci au Sénégal pour le magnifique accueil qu'ils nous ont réservé et vive la littérature féminine. Je ne sais pas si au Sénégal, il existe par exemple comme un concours, mais à la sénégalaise. Est-ce qu'il y a un prix qui est connu par tout le monde? Est-ce qu'il y a un prix qui fait... Il y a des prix, il y a le prix du chef de l'État, il y a le prix du lycéen, il y a le prix du jeune romancier, il y a plusieurs prix. Il y a plusieurs prix. Ok. Il faut mettre de la lumière sur ces jeunes-là. Il faut leur donner vraiment de la visibilité, il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent continuer leur passion. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut aussi inciter les jeunes, ou en tout cas les personnes à écrire dans leur langue, dans leur propre langue. Si on veut parler à certaines personnes, il faut essayer, même si c'est vrai que c'est pas du tout évident, mais ce serait bien d'essayer d'écrire dans nos propres langues. Et ce que je disais aussi, il y a un truc... Voilà, et je voulais juste dire que ce serait bien, quand on parle de... quand il y a des livres qui sortent, qui sont des livres connus dans le monde entier, pourquoi est-ce qu'on ne les traduirait pas dans des langues locales? Si on veut justement que ces connaissances-là, qu'on puisse les toucher. Il faut essayer de toucher, et en tout cas de valoriser nos langues. Il ne faut pas que nos langues soient des dialogues, des langues vernaculaires. Non, il faut que ce soit des choses, des langues qui ont de la valeur. Donc je pense que grosso modo, c'est ça. Et puis, c'est pas évident d'inciter les jeunes à la lecture, mais il faut que dès le bas âge, dès le primaire ou bien dès le jardin, ils commencent justement à donner goût aux enfants. Il ne faut pas que les enfants sentent que la lecture, c'est une corvée. Il faut qu'ils leur donnent envie de lire et que ce soit vraiment un plaisir de lire. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors moi, ce que je peux demander au gouvernement, que ce soit ivoirienne, sénégalaise, congolaise, camerounaise et tout, c'est de nous aider. C'est de nous aider. C'est de soutenir ce qu'on fait. J'estime que c'est noble ce qu'on fait. C'est de l'instruction. C'est de l'instruction. Je ne suis pas en train de dire que les autres artistes ne font pas de travail, mais l'écriture, les acteurs du livre font du bon boulot. Aujourd'hui, nous voyons comment les jeunes s'expriment. Aujourd'hui, nous voyons comment la langue française va dérive. Donc, c'est à nous de soutenir cette langue-là à travers nos productions et de faire de belles productions pour que le livre soit accessible à la population. Aujourd'hui, on trouve que le livre est cher. Le livre est cher parce que l'éditeur paye très cher l'imprimerie. Pour imprimer un livre aujourd'hui, un livre comme ça, avec tout ce qu'il faut, à hauteur à peine 1000 exemplaires, mais il faut compter de 3 millions de 4 millions. Et c'est cher. L'éditeur, il paye seul. Du coup, à combien est-ce qu'il vend le livre, alors qu'il a dit que ce livre-là se promène dans toutes les maisons, soit accessible à tous. Donc, si nos gouvernements nous donnaient des subventions pour nous aider, je pense que le livre coûterait moins cher, un peu moins cher quand même, et serait accessible à tout le monde. Je suis très contente de participer à ce salon. C'est un salon féminin qui regroupe donc des femmes autrices, des femmes auteurs, des femmes éditrices, des femmes qui ont un amour pour le livre, des libraires aussi. Vous voyez que les femmes sont vraiment représentées parce que c'est notre salon. C'est un salon qui nous permet d'échanger, c'est un salon qui nous permet de partager beaucoup de choses, c'est un salon qui nous permet de nous exprimer et de se donner de la force et de se booster. Donc c'est un salon vraiment, Amina Seck, elle est encouragée. Elle est vraiment encouragée. C'est la 13e édition, mais petit à petit, elle montera et elle a
n'hésite pas à revenir l'année prochaine. C'est ma première fois de participer à ce salon, mais c'est sans regret que je suis là. Je suis venue pour la soutenir avec mes collègues qui sont là et on le fera s'il faut. Ah bah, je suis contente d'être à Dakar. Je suis contente d'être à Dakar. J'ai pas encore eu le temps de visiter tous les endroits de Dakar, mais je suis très contente. Les salons se terminent aujourd'hui. Demain, je compte visiter l'île de Gourou, le lac Rose. On va essayer de voir comment on peut faire. Mais je suis vraiment, c'est un pays, c'est une ville que je rêvais de visiter, de revenir. Et puis, voilà. Donc, c'est une grande joie pour moi d'être à nouveau à Dakar. Merci d'être à vous. Merci beaucoup. Concernant les taxes, Oui. vous payez des taxes en tant qu'électeur. Les taxes, c'est-à-dire on paie les impôts comme tout le monde. Hein. On paye nos impôts comme tout le monde. En tant qu'électeur. Mais bien sûr, on paye nos impôts, c'est-à-dire que nous payons nos impôts. Mais c'est que le livre est exonéré de taxes. Au Sénégal, c'est normalement ça. Normalement ça. Mais il vous arrive que, par exemple, que des livres vous soient envoyés. Par exemple, moi, j'ai un livre qui va sortir au Canada, mais je suis sûr que dès que ça arrive, on va me dire, monsieur, vous payez tant. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que j'ai déjà connu le cas des livres qu'on nous a envoyés, mais on était obligé de payer pour que le livre puisse nous parvenir. Je sais que ce n'est pas normal. La culture, et surtout le livre particulièrement, si on veut faire la promotion du livre, il faudrait que ce livre soit complètement détaxé, à tous les niveaux. Voilà. Maintenant, votre mot de la fin. Sinon, priez pour que les choses changent. Que les choses changent, que l'on donne un peu plus d'importance aux livres et à la lecture. Et particulièrement les livres des Sénégalais. Je ne dirais pas africains, mais des Sénégalais. Que l'on ait le courage de dire basta, ça suffit. Hein? Ce que l'on ingurgite à nos enfants tout le temps dans les écoles, il faut que ça s'arrête. On a autre chose. C'est-à-dire que si nous voulons participer à ce qu'on appelle la civilisation du donner et du recevoir, mais il faudrait qu'on puisse donner, mais on ne peut pas continuer à recevoir tout simplement. Et ça, c'est important pour moi. Voilà. Mon mot de la fin, c'est que les États puissent réellement s'impliquer dans l'éducation culturelle de toute cette nation afin que nous sortions vainqueurs, afin que nous puissions revendre et mieux revendre notre culture à l'extérieur. Je vous remercie.